Début de deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les éléphants manquent le coche et trébuchent 1-0 devant l'équipe du Nigeria. Avant cela, au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, la surprenante équipe de la Guinée équatoriale a disposé de celle de la Guinée-Bissau sur le score de 4-2. Et en nocturne, au stade Félix Houphouët-Boigny, Égyptiens et Ghanéens n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 2 buts partout. Bienvenue dans votre magazine de débrief des matchs de la journée. Soir de CAN, le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI2. Et pour cette édition de Soir de CAN, je suis avec la team habituelle. Jean-Christophe Gradcap, bonsoir. Bonsoir Roméo. Magloire Diop, bonsoir. Bonsoir Roméo. Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir. On n'a forcément pas la mine des grands jours ou des bons jours parce que le résultat attendu peut-être face à cette équipe du Nigeria n'est pas ce qui a été constaté. On va, avant même d'entrer dans les différents secteurs de jeu, s'il y a un mot qui qualifie le rendu de la sélection ivoirienne. Jean-Christophe Gradcap. Insuffisant. Insuffisant. Rigo Gervais. Ouais, je dirais aussi insuffisant. Insuffisant. Magloire Diop. Panique. Panique. Je pense que le temps est lancé à écouter nos différents consultants. On va s'attarder sur cette défense ivoirienne. Une défense ivoirienne qui, dès la 8e minute, a commencé déjà à montrer des signes de fébrilité. Une entame de match, comment vous l'appréciez, coach Rigo? Bon, je pense que le sélectionneur, je pense qu'il avait donné la solution au premier match parce qu'on a vu que Diomandé était sorti pour Willy Boli. Moi, je pensais que d'entrée de jeu, il allait maintenir Willy Boli parce que lui, il a cette habitude des batailles anglaises parce que je pense que cet attaquant au Chimel a besoin d'un joueur qui, quand même, maîtrise la bataille anglaise. Et là, j'ai vu qu'on était à la rue. Du côté de Serge Aurier, il ne resserrait pas. Et cette défense était aux abois. On a senti que, quand même, il y avait une certaine fébrilité parce qu'à chaque attaque des éléphants, il avait quand même, il n'y avait pas de resserrement des lignes derrière et ça offrait une opportunité au Nigeria de nous répondre. Jean-Christophe Gradcap, les éléphants ont évolué à 4 derrière ou à 3 défenseurs axiaux quand on voit cet espace-là déjà à la 8e minute? Non, pour moi, ils ont joué à 4 avec le système habituel, avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y avait un ballon dans l'intervalle entre le central et le latéral, il y avait danger et la couverture était tardive et le duel était perdu au départ. Regardez, on le voit, Diomandé est trop loin et Osimhen en profite et Aurier arrive trop tard et ça aurait pu être plus grave que ça. 8e minute, avertissement sans frais. À la 9e, c'est-à-dire 1 minute après, il y a encore une situation difficile au sein de cette défense ivoirienne, Magloire Diop. Ben écoutez, ce n'est pas les défenseurs qui sont le problème. C'est la façon dont nous avons défendu. Et la façon dont nous avons défendu, je pense qu'on aurait dû choisir. Soit on défend, ça ne servait à rien parce qu'on savait que les Nigériens allaient défendre. À ce moment, il aurait fallu prendre des risques et puis aller les chercher haut. Hier, on avait préconisé une défense à 3 qui aurait pu nous permettre d'être un peu plus haut, mais quand même en faisant attention dans les couloirs. Mais on s'est rendu compte, j'avais dit hier qu'il fallait que Jean-Luc Gasset prenne des risques et qu'il essaie un peu de brouiller les pistes en sortant de son 4-3-3 classique et prévisible. Parce que ça, cette équipe-là, sa manière de jouer est trop prévisible. Et les Nigériens ont tellement analysé notre façon de jouer que leur plan a fonctionné à merveille parce qu'on ne les a pas surpris. On ne les a pas du tout surpris. Et donc, nous n'avons pas bien défendu, on ne les a pas pressés haut, on n'a pas été agressifs dans l'entrejeu. Prenez les différentes balles où les attaquants nigériens sont lancés, Osimhen, notamment la première action de la 8e minute, vous verrez que la passe, le joueur nigérien est libre de tout marquage. Et il fait cette passe en profondeur, alors qu'on sait que quand cet attaquant est lancé en profondeur, il est très dangereux. Donc, c'est là que c'est de là avait notre problème. Nous avons manqué d'agressivité. Manqué d'agressivité, manqué de présence dans l'entrejeu. Oui. Face à une triplette offensive nigérienne amenée par Lookman de l'Atlanta, Chikwueze et surtout Victor Osimhen. Avertissement sans frais pour ce qui est de la première période.
On entame cette seconde période et puis il y a cette action litigieuse déjà rigola. Péno ou pas péno? Non, il y a pénalty. Je pense que quand on est en retard dans la surface de réparation, il ne faut pas s'engager en fond. Et c'est ce que notre défenseur a fait. Il est en retard. Osimhen, il est malin, il met le corps. Tout de suite, dès qu'il a mis le corps, et là, quand c'est comme ça, étant défenseur, de par ton expérience, tu ne dois pas t'engager. Parce que si tu t'engages, c'est à tes risques et périls. Et là, il a pris assez de risques. Osimhen, étant malin, s'est mis dans son élan. Et dès qu'il a eu le contact, tout de suite, la VAR va parler. La VAR va maximiser le contact. Voilà. On sent que c'est un jeune contact, mais quand on va aller à la VAR, tout de suite, elle serait maximisée. Donc, étant en retard, l'avantage est toujours offert aux choses à l'attaquant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu contact, donc il y a pénalty. Avantage à l'attaquant, on y reviendra sans doute lors de la première opposition. On a eu un semblant de contact similaire entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, mais c'est plutôt le défenseur qui a été privilégié. Mais là, il n'a pas touché le ballon, oui. Parce que là, c'est différent. Là, Osimhen touche le ballon. Dès que l'attaquant a touché le ballon, que toi, le défenseur, tu ne touches pas le ballon, tout de suite, l'avantage est à l'attaquant. Donc, l'attaquant devient donc le seigneur. L'attaquant n'a pas touché le ballon. S'il avait touché le ballon, que le défenseur le touchait, tout de suite, après, on a observé tout ce que, sur l'action, c'est l'attaquant qui allait percuter le pied du défenseur. Donc, c'est lui qui a fait mal. Et là, quand on regarde dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est plutôt notre défenseur qui a touché le pied de l'attaquant. Donc, c'est contraire. On a eu la situation similaire de ce penalty sifflé là avec Mohamed Salah lors de la première sortie de l'Égypte. Mais on va s'attarder sur cette défense ivoirienne, Jean-Christophe Gradcap. Ousmane Diomandé qui avait été sorti lors de l'entrée en liste des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Gassé avait mentionné son jeune âge, son manque d'expérience et il avait trouvé un peu en souffrance. Là, il aligne en lieu et place de Willy Boly qui était rentré à sa place lors de la première sortie des éléphants. Et puis, il y a ce petit coup du sort. Oui, bon, écoute, c'est malheureux pour lui parce que c'est vrai qu'il a fait un match très timide contre la Guinée. Il a eu une charge émotionnelle trop importante pour lui qui avait fait que sa performance avait été trop moyenne. Il a été remis et puis là, de nouveau, il fait manque d'expérience. Après, ces pénaltys maintenant, c'est avec la VAR, dès qu'il y a un joueur qui est en équilibre sur une jambe, dès qu'il est touché, il y a risque de pénalty, quoi. Il y aurait quelques années, ces pénaltys-là n'auraient pas été sifflés. Voilà. Alors c'est vrai que là, Diomandé, ce soir, il doit accuser le coup et j'espère qu'il aura tout le soutien de ses camarades et de son staff parce que c'est un jeune joueur et qui a un bel avenir devant lui. Et c'est vrai que même s'il est fautif sur cette action-là, il faut qu'il soit fort mentalement pour s'en remettre. Et je lui souhaite de s'en remettre, bien sûr. On parle de mental, on arrive à ce pénalty shooté de Ekong. Le préposé au pénalty, c'est Victor Osimhen, sur qui la faute a été commise, qui est préposé à se rendre justice. Il y a l'intervention de l'entraîneur de cette équipe du Nigeria qui préconise Ekong. Osimhen s'efface. En conférence de presse, il a dit qu'il aurait bien voulu frapper ce pénalty, mais l'entraîneur en a décidé autrement. Il laisse donc en évidence son capitaine et le pénalty est transformé. Ça voudrait dire qu'il y a une bonne vie, une bonne gestion de ce collectif nigérien. Il y a des sélections où l'entraîneur désigne quelqu'un et puis une autre personne va prendre la balle pour tirer. Voilà, donc je pense que... Est-ce que ça dénote d'un état? Non, je pense simplement que c'est plutôt Osimhen qui a eu l'élégance de laisser son coéquipier tirer, mais je pense aussi qu'il avait un peu la pression. S'il avait vraiment confiance en lui, il aurait tiré ce pénalty. Il n'aurait pas laissé du tout ce pénalty-là. Ça prouve que dans cette équipe du Nigeria, Victor Osimhen est peut-être le fer de lance, mais il est au service du collectif. Oui, il n'a pas encore le coffre pour s'imposer plombement dans le vestiaire. Il n'est pas encore le patron du vestiaire. Parce que s'il était le patron du vestiaire, il n'allait pas écouter le sélectionneur. Il aurait tiré lui-même, prendre ses responsabilités et tirer. Bon, moi, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Maintenant, si le pénalty avait été manqué, peut-être que lui, il aurait dit, ouais, c'est l'entraîneur qui m'a dit ça. Et puis, on lui aurait dit, mais écoutez, toi, tu n'as pas de personnalité parce qu'on a vu ici des joueurs de ta trempe prendre leurs responsabilités, quand bien même l'entraîneur a désigné un autre
tireurs. Mais Donc, ne pensez-vous pas que c'est également le fait que le sélectionneur ait compris que sans doute Yaya a fait beaucoup de visionnage des différents pénaltys de Osimhen, il a voulu mettre toutes les chances de son côté. c'est clair que l'entraîneur a ses raisons, hein, et je pense qu'à froid, il a des très... Mais ça, c'est avant. Ce n'est pas sur le champ là qu'on doit prendre cette... Non, pour moi, c'est Osimhen qui devait tirer ce pénalty. L'entraîneur n'a pas à se mêler là, en ce moment-là de ce qui se passe sur le terrain. On désigne avant. Ils sont là, les entraîneurs, ils sont là. Maintenant, quand sur le champ, l'entraîneur doit dire à quelqu'un non, laisse pour qu'un autre tire, pour moi, on va dans tous les sens. Là, ça fait un peu brouillon. Heureusement que là, William Ekong transforme ce pénalty. Donc, on va laisser passer ça. Maintenant, le pénalty, il a été provoqué par Ousmane Diomandé. Je pense que c'est le métier qui est en train de rentrer. Moi, personnellement, je ne lui en veux pas. Moi, je m'y attendais. J'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire a une très jeune équipe. Donc, c'est normal qu'il fasse ce genre d'erreur. C'est à travers ce genre d'erreur qu'on apprend que le métier rentre et qu'on apprend la haute compétition. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas surpris de ce genre. Il y a certains qui sont surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Ndika et Ousmane Diomandé ont peut-être l'avantage d'avoir mûri un peu plus tôt. C'est ça. Mais il est clair qu'ils sont encore jeunes, 19 ans. Il va Ils ont encore de l'expérience à emmagasiner. Je ne lui en veux pas, ça va venir. Prochainement, il ne fera plus ce genre de fautes. Ces fautes-là sont maintenant sifflées systématiquement. Tout à fait. Donc, les joueurs expérimentés, ceux qui ont déjà subi ce type de coup de sifflet, ils ne touchent plus les attaquants dans la surface de réparation. Mais moi, ce qui me cœur là, vous voyez que même Osimhen, quand il touche la balle, c'est Lookman qui prend le ballon devant Ndika. C'est la solidarité sans doute qui a manqué dans cette défense. Non, le secteur défensif était aux abois, était en souffrance. On n'a pas été agressif. Au milieu de terrain, Rigo Gervais, on a aligné notre trio fort dans ce milieu de terrain. Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Kessié, que d'aucuns ont trouvé totalement noyés par Iwobi et Onyeka. Ouais, mais tu peux les prendre, mais c'est l'animation aussi. Je pense que la dernière fois, j'ai décrié cette animation-là de laisser Sangaré seul en sentinelle. Ça ne résout pas le problème ivoirien. Voilà, parce que quand Sangaré est en sentinelle seul, d'abord, il y a la lenteur dans les sorties des balles. Et parce que lui-même, son déplacement est tout de suite visé parce que l'adversaire va faire quoi? Va venir le chercher. Et pendant ce temps, vous avez vu que Seko décrochait depuis les 30 mètres là-bas pour descendre, décrocher jusqu'à 40 mètres. À quel moment Seko allait remonter? Donc, je pense que ce problème-là, il faut mettre Sangaré et Kessié à la base, au service de Seko. On a plutôt mis Sangaré qui doit être au service de Seko et de Kessié. C'est-à-dire on veut jouer avec deux numéros 10. Mais est-ce que les deux, Seko et Kessié, ont le talent nécessaire pour jouer numéro 10 dans l'entrejeu? Un, d'abord, ils ont un déplacement difficile. Et de deux, s'ils occupent l'intérieur, nos ailiers vont bouger, aller où? Quand nos latéraux vont venir? Le jeu est bloqué. Et on a senti quoi? Que le jeu est bloqué, le jeu ivoirien est bloqué. Parce que ce trio-là, c'est vrai qu'on a fait un triangle, mais la base là devait être Sangaré et Kessié. Mais on met plutôt du Seko et du Kessié. Donc c'est la disposition de ce trio-là qui pose problème actuellement. De deux, quand on doit faire les sorties de balles, maintenant, l'axe central est bloqué parce que l'axe central, ils vont se composer à deux. Quand ils sont bloqués, qui doit entrer dans le 1-2? C'est Sangaré ou bien Kessié qui doit partir. Ça va faire 3. Ça va permettre à nos latéraux de faire quoi? De faire une position avancée. Vous avez vu les Égyptiens tout à l'heure, nous on était au Félix. Quand ils étaient menés, ils ont décroché un ennemi entre les deux centraux et ça permet aux latéraux de faire quoi? De faire une position très avancée. Ça fait que ça a occupé le couloir égyptien et les Égyptiens ont submergé les Ghanéens. Ils ont répondu aux 2 buts ghanéens à chaque fois. Et pourquoi nous, on ne l'a pas fait? On a les hommes. On pouvait. Et aussi, je plains encore le choix de Aurier. Aurier n'a plus cette vista-là de pouvoir partir et revenir. Donc, Singo, le choix de Singo, le choix des hommes aussi s'est posé. Voilà. Donc, en même temps, ce milieu-là, il est là. C'est vrai, il est à notre service, mais il faut le remanier. C'est-à-dire que la disposition... L'organisation, voilà, la disposition. Il faut remanier l'organisation. Ça va permettre à nos ailiers, parce que vous avez vu que nos ailiers aujourd'hui n'ont pas pu jouer. Jérémy Boga, Iem, appelle à l'extérieur pour aller à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il a constaté que quoi? Que déjà, Kessié et Seko ont occupé l'intérieur. Donc lui, il se place où? Non, l'animation manque. Surtout qu'on a un Crasso qui n'a même pas la taille et qui doit fixer des Nigériens qui font déjà 1,90 m. Ça aussi, c'est une grosse erreur.
Pourquoi on n'a pas pu Konaté Karim pour faire cette fixation? Justement. Puisqu'il avait ce profil-là, qu'il a le profil à l'heure, et qu'il joue la Ligue des Champions avec son club. Justement. Donc, véritablement, le choix des hommes s'est posé. En même temps que l'animation s'est posée, le choix des hommes s'est posé. À droite, Aurier, on ne percute pas. Le milieu de terrain, il n'y a pas de mouvement. Les ailiers n'ont pas d'ancrage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mouvement. Et à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et le jeu ivoirien est resté bloqué. On est resté là à faire du stéréotypé. Et dans le stéréotypé, il n'y a pas de problème. Les Nigérians, ils jouent en 3-4-3, qui se replie en quoi? En 5-4-1. 5-4-1, ça veut dire 5 et 4, ça fait déjà 9 personnes qui sont déjà au service de la phase défensive. Ils ont fait un match costaud sur le plan défensif. Mais je pense que le Mangué nigérien n'a pas été assez secoué. S'il avait été assez secoué, forcément, des mangues allaient tomber. Justement, le Mangué nigérien n'a pas été assez secoué. Ça nous amène à voir le secteur offensif de cette équipe de Côte d'Ivoire, amené par Crasso, Boga et Christian Kwame. On a vu quelques escarmouches qu'on ne qualifierait pas forcément d'occasion. C'était les hommes face à ce Nigeria. Bon, je ne sais pas si c'était les hommes. Maintenant, on peut dire que non, mais ça, c'est toujours facile de dire après, une fois que le match a été joué et que la défaite est là, quoi. Après, s'il y a eu des choix de fait, par exemple le remplacement de Kwame de Bamba par Kwame, c'est peut-être aussi parce que peut-être il a mis un joueur au profil un peu plus puissant face à l'équipe nigériane. Voilà, mais après, moi je pense qu'il y a eu peu d'occasions parce que comme ça a été dit, le bloc défensif, la densité qui a été mise par le coach nigérien et ce 5-4-1, face au manque d'imagination et de créativité de l'attaque ivoirienne, ils ne s'en sont pas sortis, quoi. Il aurait fallu certainement qu'il y ait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de changement de rythme, beaucoup plus de dédoublement. On a vu l'apport des latéraux a été inexistant et les centres ont été imprécis ou effectivement... pour les défenseurs nigériens qui se sont régalés, parce que le profil de Crasso, ce n'est pas un joueur de tête, ce n'est pas un pivot comme peut l'être à l'air, quoi. Donc après, c'est vrai qu'on peut remettre en question les choix, mais je pense qu'il faut tenir les leçons de ce match, continuer. L'objectif est toujours atteignable, hein. On a le droit, les supporters ont le droit d'être déçus, mais il ne faut surtout pas être découragé et ne pas renoncer et soutenir toujours l'équipe. Magloire Diop, pour en terminer avec cette équipe de Côte d'Ivoire en 1 minute, Crasso, 20 ballons touchés, Christian Kwame, 50 ballons, Jérémy Boga, 26 ballons touchés. Seko Fofana, dans l'entrejeu, a tenté le plus de fois 5 tirs, un seul tir cadré. Les remplacements ont été tardifs. Et est-ce que ces remplacements ont véritablement apporté en 1 minute? Non. C'est la même chose. Les remplacements pouvaient apporter quoi? Le premier remplacement qui est fait, je crois, c'est Pépé. Pépé, il n'est pas au mieux de sa forme. Moi, je n'étais même pas pourquoi on les sélectionne. J'avais voulu qu'on prenne des attaquants en pleine possession de leurs capacités physiques pour venir. Et là, vous avez vu la percussion d'Oumar Diakité. Mais Oumar Diakité blessé, il ne joue pas comme ça. Donc, un joueur, à la CAN, il faut des joueurs qui sont à 100% pour pouvoir jouer. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Moi, je pense que les remplacements, non. Mais le gros problème, c'est que les matchs Côte d'Ivoire-Nigéria ont toujours été serrés. Hein. Toujours été des matchs serrés. Et pendant la génération dorée, on avait pris le dessus. Tout à fait. En battant le Nigeria, notamment en 2006, en 2008, on avait pris le dessus. Et là, maintenant, après notre défaite de 2013, on perd encore aujourd'hui. Le Nigeria repasse devant nous et psychologiquement, c'est pas bon. C'est pas bon parce que dans ce type de match serré, c'est l'erreur individuelle ou un exploit individuel qui fait toute la différence. Aujourd'hui, ça a souri aux Nigérians. On a commis une erreur en défense sur ce pénalty. Ils ont marqué, bravo à eux. Maintenant, nous, il est clair qu'on n'a plus de buteurs. La Côte d'Ivoire, depuis la CAN 2017, c'était son 14e match. Et Seko Fofana a marqué le 16e but dans cette période-là. La dernière fois, face à la Guinée-Bissau. C'est très peu. Les meilleurs buteurs, je crois, ils sont quoi? Ils sont 5. Seré, Dié, Kodia, Za, Gradel et Pépé qui ont chacun 2 buts. C'est très peu. On va conclure en disant que la Côte d'Ivoire se cherche buteur. On n'en a pas. Depuis la CAN 2000,
Wilfried Bony était là, quand même, il a essayé, même s'il n'avait pas les qualités de Drogba. Mais quand même, il y a des matchs où il nous a tiré des situations. C'était quand même quelque chose de solide. Et puis, il y avait Doumbia, Seydou et tout ça. Bon, mais là, c'est difficile. D'accord. Mais on savait ça avec l'absence de Haller. On comptait beaucoup quand c'est comme ça, ce sont les ailiers qui doivent prendre leurs responsabilités, mais ils ne sont pas... Dans les grands matchs, ils ne sortent pas le grand jeu. C'est des joueurs, quand c'est contre les Seychelles, là, on le voit. Mais quand tu as affaire à de grandes équipes, là c'est la deuxième équipe du top 10 que nous croisons et nous ne gagnons pas. Ça fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on continue de fourber nos âmes. C'est une équipe jeune, on continue de fourber nos âmes. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête encore pour dominer l'Afrique. D'accord, elle n'est pas encore prête pour dominer l'Afrique. Celle du Nigeria a été annoncée comme l'une des équipes favorites avec son technicien portugais Rui Victoria, passé par Guimarães, le Benfica, Al Nassr, où évolue désormais Cristiano Ronaldo. Et là, avec le Nigeria, c'est une masterclass tactique qui nous a servi, Rigo Gervais. Oui, il nous a servi une masterclass tactique. Il savait qu'on avait déjà des couloirs qui marchaient bien, que son équipe aussi, il a pris conscience que son équipe a des faiblesses. Et que son équipe ne se regroupe pas, parce que vu le premier match, on a vu un Nigeria coupé en deux. Cette fois-ci, il a tout fait pour ne pas que son équipe soit coupée en deux. Son 3-4-3 a donné lieu à un regroupement défensif, parce que cette ligne de 5 à la perte du ballon, tout de suite était dessinée. Ça résolvait le problème intérieur déjà, parce qu'à 3, il se retrouve dans l'axe, et puis de 2, il réussissait à boucher les couloirs, tout de suite. Donc, ils étaient en place. Deuxièmement, avec l'apport de Lookman sur le côté et puis de Ikweze, tout de suite qui revenait, trouver Iwobi et son partenaire, ça faisait déjà 4. 5 pour 4, ça résolvait la densité qu'il fallait créer là pour pouvoir emmerder les combinaisons ivoiriennes. Et on n'a pas réussi les combinaisons, on les a réussi hors de 40 mètres à chaque fois. Mais dès qu'on a franchi les 30 mètres, la densité nigériane a parlé. Même quand on est passé par les centres, ils ont tout coupé. On a eu des brins de balles, comme sur l'action de Christian, où j'aurais préféré l'intérieur du pied à son coup de pied qu'il a envoyé sur le gardien. Mais je pense que l'entraîneur nous a posé ce problème-là du début jusqu'à la fin. Il a vu que ça marchait parce que nous, on a décidé de jouer un jeu de possession. Mais ce jeu de possession était d'une lenteur véritable, que ça laissait toujours ce 5-4-1 se dessiner à chaque fois. Et Osimhen, à lui seul, emmerdait nos 2 défenseurs qui restaient en fixation dans l'axe. D'abord dans l'axe, et des fois, il faisait des appels sur le côté. Donc, à lui seul, il nous emmerdait. Et ça fait que ce soit à leur niveau, que ce soit l'assise, colonne vertébrale axiale, que ce soit les secours des extérieurs, ça leur a donné cette solution. Et on a vu pour la première fois une équipe du Nigeria qui a pu avoir un clean sheet devant une attaque qui venait de marquer il n'y a même pas 3 mois, 9-0 aux Seychelles. Je pense que le niveau n'était sensiblement pas le même. Terminons donc sur Victor Osimhen. Le Nigeria, 36% de possession des balles, 11 tirs, un seul cadré, c'est le but, 6 corners. Avec très peu de ballons, ils nous ont mis en danger, surtout avec ce monsieur Victor Osimhen, désigné homme du match. Jean-Christophe Gradcap. Oui, mais on sait que c'est leur point fort, hein, ça. C'est leur point fort de jouer dans la verticalité, de jouer vers l'avant, de trouver avec Osimhen qui fait des appels, qui fait des courses. Mais le dispositif tactique qui était mis en place, c'était faciliter ces contre-attaques et ce jeu direct, quoi. Ce jeu long vers Osimhen. Voilà, moi, ce que je voulais faire juste un petit retour et féliciter le coach nigérien, parce que là où on peut le féliciter, c'est qu'il a surpris tout le monde. On ne s'attendait pas à avoir une équipe du Nigeria aussi disciplinée défensivement, avec un bloc aussi compact, de faire comprendre ça à des joueurs comme Lookman, Chikwueze qui se replaçaient au milieu de terrain, sur les côtés, avec Iwobi et puis Osimhen devant qui faisaient les efforts défensifs. C'est là qu'est son grand travail, quoi. Et tout le monde a adhéré et ils ont eu raison puisque ça leur a permis de remporter la victoire, quoi.
Voilà, donc victoire, on va dire, logique de cette équipe du Nigeria. Et cette victoire du Nigeria et défaite de la Côte d'Ivoire a fait parler un peu partout sur l'étendue du territoire ivoirien, à San Pedro, à Korogo, à Meagui et à Yamoussoukro. Les Ivoiriens se prononcent après cette défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. On n'a pas démérité. C'est au pénalty que nous sommes tombés. Nous sommes tombés les armes à la main. Alors on vient de perdre une bataille. On n'a pas encore perdu la guerre. On a senti beaucoup de peur en eux. Si on continue comme ça, on ne va pas vraiment aller loin. C'est pas pour blâmer, mais avec ce jeu-là, je ne pense pas qu'on puisse vraiment aller loin. Donc on espère qu'ils vont se motiver et puis donner le meilleur d'eux. Parce que les Ivoiriens attendent beaucoup d'eux. On a joué comme si on menait, or on était mené. Donc vraiment, pour ce jour-là, bon, comme on est déjà maso, c'est pas ça qui va nous décourager. Mais on espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux. On s'attendait à ce qu'ils nous montrent un visage assez reluisant, malheureusement. Voilà, ça a été une copie quand même du premier match qu'on nous a montré, alors qu'on était face à une équipe nigériane très bien organisée, très bien en place, qui avait forcément besoin de victoire. Côté éléphant, il faut reconnaître qu'on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. L'équipe ne s'est pas montrée à son avantage. Voilà, beaucoup de déchets techniques sur le plan du milieu de terrain, défensif, offensif, à tous les niveaux. Ça n'a pas été vraiment à la hauteur, une défaite, mais rien n'est perdu. Il va falloir maintenant aller chercher peut-être ce troisième match-là contre la Guinée équatoriale qui ne sera pas une messe à faire. Il y avait beaucoup d'espoir, malheureusement. C'est un espoir déçu. Et ce qui est plus alarmant, c'est que le contenu n'y était pas. Le contenu n'y était pas. Les éléphants sont passés complètement à côté de leur match. Vraiment, si la Côte d'Ivoire veut se qualifier pour les 8e de finale, il faut que vraiment, au niveau de l'esprit, les gens commencent à travailler, qu'ils s'investissent plus dans le jeu. Parce que là, on n'a pas senti une équipe assez combative. Je pense que le match du 22, on va gagner. Éléphants toujours. Franchement, je suis déçu de la prestation de nos éléphants. Parce que c'est pas ce qu'on attendait d'eux. Un match de Coupe d'Afrique, on joue comme si c'est vraiment un match amical. Et je peux dire que depuis que nous jouons, c'est notre véritable équipe qu'on a croisée. Parce que les autres, on ne les sous-estime pas, mais on a eu un gros morceau aujourd'hui. On n'a pas vu la réaction des éléphants. On a pris un but, on jouait comme si on menait. Vraiment, je ne suis pas déçu. Je leur demande pardon. La troisième journée, qu'il ait pitié des Ivoiriens, qu'il nous fasse plaisir pour qu'on puisse accéder au 8e de finale de la belle manière. Franchement, tout ce que j'ai à dire, c'est de demander pardon aux éléphants. Les éléphants, pardonnez, ayez pitié de nous. Regardez comment les autres pays jouent. Ils savent qu'ils sont venus pour une compétition. S'il vous plaît, faites-nous, regardez-nous, on fait pitié. Pardonnez. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez tout ce que les autorités ont mis pour vous mettre dans les conditions pour que vous puissiez nous faire gagner. S'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Faites à cause de Dieu, on vous demande pardon. Faites-nous gagner. Merci à Seko Fofana pour le maillot qui mouille à chaque compétition. Concernant la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est une grosse déception. Nous sommes vraiment déçus de cette prestation et nous espérons que les prochains matchs ils pourront vraiment se surpasser afin d'apporter cette victoire, pour faire plaisir aux supporters, afin que nous puissions nous qualifier pour le second tour. Nous sommes pays organisateurs, il faut vraiment qu'on se qualifie. C'est ce que nous pouvons leur souhaiter. Moi, je ne suis pas découragé parce que la Côte d'Ivoire, nous, on ne se décourage jamais. Ça va nous remonter, on va jouer plus qu'encore. On a encore une chance contre la Guinée équatoriale. Voilà. Donc je pense que les éléphants vont se qualifier. Nous avons perdu, mais nous sommes derrière les éléphants. Nous allons les soutenir jusqu'au bout. Il nous reste encore un match. On a encore toutes nos chances encore devant. On va encore espérer pour le prochain match. C'est vrai que ça fait mal de perdre un match, mais je pense que les enfants ont tout donné. Ils ont vraiment joué comme il le fallait. J'ai encore la foi. C'est juste une défaite, ce n'est pas la fin de la guerre. Donc, où est le cœur? Étant donné que les Nigériens, ils ont fait le catenaccio. Nous, maintenant, on doit asphyxier leur défense. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu pénalty chez nous. Franchement, j'encourage les éléphants à gagner le prochain match. Je ne suis pas découragée parce que découragement, ce n'est pas ivoirien. Bravo, qui est sur moi. Il paye ça à 3 000 francs. Maillot Salah, il paye ça à 15 000. Il a payé les quais. Il a payé bonnet, bien plein. C'est dommage, mais bon, découragement n'est pas ivoirien, comme on le dit. On encourage nos éléphants et on sait que la prochaine fois, ça ira mieux. Donc, on mobilise tout le monde à supporter l'équipe ivoirienne parce que c'est une forte équipe.
et on croit à l'avenir. On croit à cette CAN, on croit à cette coupe. Découragement n'est vraiment pas ivoirien. J'encourage les éléphants pour le prochain match. Je sais qu'ils vont faire de leur mieux et la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Seulement que Osimhen a été méchant, il a vraiment été méchant. Il s'est couché, il a fait exprès de se coucher pour que nous encaissons un penalty. On a un troisième match que nous allons bien jouer. Donc ça marche. Bon, franchement, je suis dessus. Parce que normalement, selon moi, on devait gagner. Venez nous dire juste si vous êtes déçus, découragés pour la suite, il y a encore de l'espoir. On nous a gagné, s'il vous plaît. Le prochain match là, on va gagner. La CAN là, c'est pour nous, mais pardonnez. Allons jusqu'à la finale minimum. S'il vous plaît, on veut la coupe cette année. Les éléphants et les supporters, c'est je t'aime, moi non plus. Retenez ceci, découragement n'est pas ivoirien, ce n'est que cette simple défaite. Il y a encore un troisième match. Espérons que les éléphants puissent retenir les leçons et nous montrer un tout autre visage face à la Guinée équatoriale. Ce qui nous permet d'entamer les discussions avec le premier match en ouverture de cette poule A. Et il y a un fait marquant. Non seulement il y a la victoire de la Guinée équatoriale, mais surtout le triplé de Emiliano Nsoué. Jean-Christophe Gradcap. Oui, c'est un triplé, c'est pas anodin, hein, c'est en CAN. C'est bien pour lui, qui est un joueur en fin de carrière, hein, qui a 34 ans, qui est double nationalité espagnole et équato-guinéen. Mais voilà, moi je pense que ça a été facilité, je pense, par les erreurs défensives de l'équipe de la Guinée-Bissau quand même, hein, qui l'a bien aidé, et notamment sa charnière centrale, hein, parce que sur le premier but, il y a un mauvais alignement et puis il y a une erreur individuelle du défenseur, Mané, et il gagne son 1 contre 1. Après, il marque le deuxième but, je voulais revenir, même si ce n'est pas lui qui le marque quand même. La Guinée-Bissau encaisse un deuxième but sur un 6 mètres quand même. Hein. Je rappelle que peut-être qu'ils avaient oublié, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas hors-jeu sur les 6 mètres. Du portier. Voilà. Et puis après, sur le troisième but, sur un centre, il est à la réception, mais il est libre de tout marquage. Enfin, c'est là un ballon entre les deux défenseurs, il n'y a pas de couverture, et puis il anticipe bien, il dribble le gardien et il marque. Non, c'est bravo à lui, mais il a bien été aidé par la défense de la Guinée. De la Guinée-Bissau. Emiliano Nsoué, bientôt 2 ans sans club, et il nous sort un tel rendu en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais je pense qu'il fait partie des joueurs qui mouillent le maillot national, parce que regardez un peu au niveau de l'Égypte. Ils ont des joueurs même qui sont à 5 matchs joués dans leur club. Mais regardez leurs prestations. Voilà, donc quand ils portent le maillot du club, il n'y a pas assez d'engagement, mais quand ils viennent en sélection, c'est pour véritablement mouiller le maillot. Moi, je l'ai vu en tant que leader lors de la pause fraîcheur. Ils étaient déjà à 1-1 parce qu'il a marqué, ils ont égalisé. Je l'ai vu tout de suite parler à ses coéquipiers. Voilà, il a réagi en tant que leader. Et véritablement, je sais qu'il voulait encore des ballons. Il les a eus, il les a mis au fond. Donc ça ne fait que tirer l'équipe vers l'avant. Tout à l'heure, j'entendais Magloire qui parlait de buteurs. Eux, ils ont un buteur, même s'il a 34 ans. Vous pensez que si c'était en Côte d'Ivoire ici, on l'aurait sélectionné? C'est ça aussi notre problème. Voilà, quand on a des joueurs qui peuvent nous apporter, en attaque surtout, parce que les attaquants c'est rare, il faut les soutenir. Il ne faut pas les traiter de vieillots, de tantans. Et là, il vient de nous donner une leçon. Il est capitaine, leader d'équipe et buteur. Il a tiré son équipe vers l'avant. Et véritablement, c'est tout à son avantage aujourd'hui. Il était à l'affût. Vous voyez ce ballon qui reprend au deuxième poteau. On en a eu des ballons qui sont dans l'axe. Là, il part dans l'axe directement. Il marque. Il est autant dans l'axe que sur le côté au deuxième poteau. Il varie. Tout à l'heure, là, le défenseur lève les pieds, mais il n'a pas peur. Il chippe le ballon. Il s'en va droit au but. Et il marque. Donc, ça veut dire que quand tu as ce genre de leader dans ton équipe, tout le monde court pour lui. Et là, ça nous manque. On avait espéré un Haller blessé, mais il faut se faire un autre leader d'attaque. Voilà, donc ça veut dire que la Guinée équatoriale mérite largement sa victoire parce que marquer 4 buts à cette défense que la Côte d'Ivoire a seulement marqué 2 buts.
véritablement, je pense qu'ils méritent largement leur victoire cet après-midi. Ils méritent leur victoire. Emiliano Nsoué, c'est seulement un triplé après celui de 2008 enregistré par Sofiane Aloudi. Ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas vu un tel rendu en Coupe d'Afrique des Nations. Satisfait du rendu de la Guinée équatoriale ou faiblesse de cette équipe de Guinée-Bissau? Non, c'est la Guinée équatoriale qui était supérieure. Parce que la Guinée équatoriale a souvent eu du mal quand même à battre la Guinée-Bissau. Donc la Guinée-Bissau a souvent regardé la Guinée équatoriale dans les yeux quand les deux sélections se croisent. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale a démontré que actuellement, elle a beaucoup plus progressé que la Guinée-Bissau. Parce que quand même, la Guinée équatoriale, je le rappelle toujours, ne l'oublions pas, était dans le top 8 lors de la dernière CAN. Ils ont été quart des finalistes. Tout à fait. On ne les a battus, nous, Côte d'Ivoire, que par 1-0. Et difficilement, en match de poule. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe-là. C'est pourquoi le prochain match des éléphants, là, je pense qu'il faut avoir du respect pour cette équipe. On peut s'en sortir, mais ce n'est pas gagné d'avance. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup d'admiration pour cet attaquant Emilio Nsoué. Regardez les 2 premiers buts qu'il marque. Ça rappelle le but que Sébastien Haller marque face au Maroc. Ça, c'est la marque des grands attaquants. Faire des faux trains, on n'a pas beaucoup d'attaquants qui font ça. Faire une course latérale pour ensuite appeler la balle en profondeur, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui font ça. C'est la marque des grands attaquants. Et lui, venant d'un petit pays qui n'est pas un pays de football, il a réussi à se faire un nom sur le continent. Ça fait sa 3e CAN. Il a commencé dans cette équipe de Guinée équatoriale en 2013. Et aujourd'hui, avec ce triplé, c'est son 20e but, comme on appelle dans cette équipe du Nzalang national. Et il est le meilleur buteur de l'histoire du Nzalang national. Ben, chapeau à Emilio Nsoué. Aujourd'hui, c'est une masterclass qu'il a faite. Les jeunes attaquants devraient beaucoup apprendre de lui. C'est lui qui a pourri la vie aux défenseurs bissau-guinéens. Voilà, c'est lui qui a pourri la vie. C'est un grand attaquant. Je pense que dans cette compétition, il va falloir compter avec lui. Il n'a pas, comment on appelle, la puissance, la vivacité qu'il avait il y a quelques années, mais son expérience aujourd'hui à laquelle il joue et surtout l'efficacité qu'il retrouve là, il va falloir faire très attention. Je pense qu'avec ces 4 points, la Guinée équatoriale a déjà son billet pour les 8e de finale. En tout cas, au moins à 95%, la Guinée équatoriale est en 8e de finale. Le petit poussé, la Guinée-Bissau, qui quand même rentre un tout petit peu dans l'histoire. C'est vrai que l'égalisation intervient sur un but contre son camp, mais vous avez Zeturbo, le joueur qui évolue en Russie, qui marque le premier but de cette Guinée-Bissau dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui nous amène donc au tableau récapitulatif de cette 2e journée au niveau de la poule A. Vous avez les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont trébuché 1-0 devant cette équipe du Nigeria et le Nzalang national qui a étrié, qui a fait d'une bouchée cette équipe de la Guinée-Bissau. Au classement, nous avons donc la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale en tête avec 4 points, suivi du Nigeria 4 points, la Côte d'Ivoire 3 points et la Guinée-Bissau ferme la marche. La 3e journée sera donc capitale. Un tour de table rapide sur cette 3e journée. Jean-Christophe Gradcap, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Avantage Côte d'Ivoire. Oui, parce que là, il n'y a pas de calcul, quoi. Hein. Il faut gagner le match, quoi. Hein. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener de ce match-là. Après, la Guinée équatoriale, quand même, pour moi, d'un niveau inférieur au Nigeria. Donc, je pense capable, la Côte d'Ivoire, de l'emporter. Avantage Côte d'Ivoire, Magloire Diop, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'il va falloir changer lors de cette rencontre? Il va falloir être solide défensivement. Ça, c'est ma chanson, ça. Il ne faut pas encaisser. Tant qu'on n'encaisse pas, on peut gagner. Au pire des cas, on fait un match nul. C'est tout. Et avec un match nul, on passera. Maintenant, je pense que j'ai eu quelques discussions avant de venir sur ce plateau. Dites-nous tout, dites-nous tout. Il faut éviter ces histoires de premier, deuxième, troisième. Il faut que la Côte d'Ivoire passe simplement en 8e de finale. C'est fini aujourd'hui, on n'a plus notre destin en main. Peu importe le destin qui nous sera offert. Nous devons simplement travailler
sur comment on appelle, nos forces et puis, corriger nos faiblesses pour pouvoir aujourd'hui être à même d'affronter n'importe quel adversaire. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je pense que normalement, parce que pour être éliminé, c'est qu'il faut une défaite face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire organiser une CAN, perdre contre le Nigeria, perdre contre la Guinée équatoriale, je pense qu'il faut dissoudre cette équipe et puis prendre carrément de nouveaux joueurs, tout recommencer à zéro, parce que là, ça serait pas du football, ça serait une faillite totale d'un vestiaire, de tout un groupe. Et ça serait impardonnable. Franchement, qu'ils fassent tout, mais qu'ils ne perdent pas ce match-là. Avec un nul, je pense qu'on va passer en 8e de finale, peu importe la position, même si c'est en tant que meilleur 3e, ce n'est pas grave. Maintenant, il faut pouvoir passer. Et puis après, on sera dans la bataille. Mais perdre contre la Guinée équatoriale... Ce serait un crime de lèse-majesté. Non, mais c'est le football. Mais je me dis que... Il y a un orgueil, il y a un passé à défendre. Oui, au football, il y a quand même... Il y a le sacré. Il faut qu'ils en soient conscients. D'accord. Il faut qu'ils en soient conscients. Défaite interdite. Un nul, moi je serai preneur et je leur tirerai mon chapeau. Au moins, on se qualifie. Et puis bon, peu importe que ce soit le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte, celui qui vient, bon, on va dans la bataille, on se bat. Okay. C'est ce qu'il faut faire. Mais perdre contre la Guinée équatoriale et endeuiller le pays. En tout cas, ce serait véritablement un cataclysme de ne pas voir la Côte d'Ivoire passer au tour suivant. Rigo, vous qui étiez au stade Félix Houphouët-Boigny, je pense que vous avez senti un tout petit peu la torpeur et la déception des supporters ivoiriens. On a déjà sorti les calculatrices. Ah oui, mais je pense que quand même, ils sont déçus, ils ont pris le coup, mais ils ne sont pas découragés. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, le découragement n'est pas ivoirien. Je pense que ce match-là, cette défaite est bienvenue. Surtout parce que moi, je les voyais jouer au tennis-ballon. Tennis-ballon, c'est lucratif, c'est relax. Ils ont de quoi maintenant se concentrer. Hein. Voilà, parce qu'ils rentrent maintenant dans les cannes. Et c'est mieux de perdre aujourd'hui que de perdre en 8e et en quart de finale. Voilà, on a plus de joker à griller. Voilà, donc c'est une défaite qui est bienvenue. C'est un groupe. Et la vie de groupe, il doit avoir des hauts et des bas. Et quand on regarde depuis le match contre la Zambie, ils n'ont pas encore eu ce degré de réflexion. Ils vont commencer à réfléchir. Ils vont commencer à méditer individuellement sur la CAN. Et je pense qu'au thème de cette méditation-là, quelque chose de bon doit sortir parce qu'on a vu comment ils ont enchaîné le Maroc, l'Afrique du Sud, en match nul et autres. Et puis des victoires sont venues après l'échec de la Zambie. Donc je pense que cette défaite-là est une défaite qui va les interpeller et puis qui va leur permettre de se poser les véritables questions, les vraies questions surtout, pour pouvoir rebondir parce que le second tour, on le fait contre qui? La première partie, c'est contre le Ghana, l'Égypte et puis le Cap-Vert. Est-ce que tu vois une équipe faible là? Le Cap-Vert a mangé le Ghana. Le Cap-Vert, l'Égypte, on reconnaît que c'est notre bête noire. Le Ghana, c'est notre voisin, on sait ce qui se passe. On ne sait pas toujours au tir au but. Donc, véritablement, il n'y a pas de match, il n'y a pas de petit match là-bas. Comme Magloire le dit, il ne faudrait pas calculer, il ne faudrait pas penser à tomber forcément sur le Cap-Vert ou le Ghana ou l'Égypte. Allons-y, qualifions-nous. Même si c'est à partir d'un match nul, au prochain match, il faut aller. Mais véritablement, moi, ce qui m'a déçu aujourd'hui, j'ai vu qu'ils n'ont pas mouillé le maillot. C'est l'engagement. Ils n'ont pas mouillé le maillot, ils ne sont pas allés chercher. Ils s'économisent, oui, je peux comprendre. Mais ils s'économisent pourquoi? D'accord, ça c'est la vérité. Voilà, quand on est éliminé... Il faut avoir des regrets. Voilà, il ne faut pas avoir des regrets. Il faut tout donner. Il faut tout donner, voilà, jouer le va-tout. Il faut tout donner, voilà. Et puis après, chose, parce que l'entraîneur, il joue avec le 11 type. Le 11 type. C'est vrai, le 11 type peut penser qu'ils n'ont plus personne derrière. Voilà, mais il faut qu'ils se battent. On les voyait s'arracher, même en match amical contre le Maroc, ils ont mouillé ce maillot-là. Même en match amical contre l'Afrique du Sud, l'Afrique nous menait, ils sont allés chercher le résultat. Et là, mais là, on n'a pas senti... même pas eu de réaction. Cette équipe voilà, on n'a pas eu de réaction et là... Le tabouret nigérien était en acier. Je pense que c'était véritablement un bus qui était garé devant le portier nigérien. On vous a bien compris. Emilio Nsoué, qui a été désigné homme du match, l'a dit, il a envie de terminer soulier d'or. C'est un avertissement pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Rapidement, en ouverture de la poule B au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau, on a eu un très beau match entre... de multiples vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte-Ghana soldé par un 2-2. Rapide tour de table, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Jean-Christophe Gardecap.
Oui, on a vu un beau match avec 4 buts, avec des renversements de situation, et puis surtout, une équipe du Ghana qui a été solide, qui a trouvé l'ouverture, et puis qui a un joueur là, Mohamed Kudus, qui a éclaté, qui a fait un gros match, qui leur a manqué lors du premier match. Et puis une Égypte qui certes a perdu Salah. Alors on ne sait pas pour combien de temps. J'espère que pour la CAN qui va revenir assez vite, qui sera là très rapidement dès le prochain match, je lui souhaite. Mais après on a vu une Égypte qui est revenue 2 fois au score, quoi. Donc ça montre, même si leur qualité et leur ressource mentale, et c'est une équipe qui ne relance jamais et qui a une grande confiance en elle et qui croit toujours qu'elle peut revenir. Et la preuve en est, puisqu'ils sont revenus 2 fois la marque. Et puis aussi, ils ont aussi été capables, par des changements de système, par des changements de joueurs, des entrées, de marquer. Donc même s'ils n'ont que 2 points aujourd'hui, je pense que l'Égypte est toujours là. L'Égypte est toujours en place. Rigo Gervais, Mohamed Kudus, ce milieu de terrain de West Ham, qui là éclabousse un tout petit peu de son talent, qui prend à défaut par 2 fois El Shenaoui. Que penser de ce joueur qui a été désigné homme du match? Moi, j'étais au stade Fauboigny, j'ai vu un Kudus véritablement étincelant. Quelqu'un qui porte l'équipe, ça m'a rappelé tout de suite à Bédi Pelé. C'est vrai que l'Égypte est revenue dans le match, mais regardez ce deuxième but. Dès que l'Égypte revient, la première action qui suit, c'est Kudus qui a le ballon et il enroule parfaitement et il amène encore le Ghana. Malheureusement, ils vont craquer parce que la mise en place défensive. Mais il y a 2 choses qu'on retient là. Il y a Kudus qui tire le Ghana et puis il y a Mohamed Salah qui sort. On attend parce qu'il y a longtemps qu'on veut voir cet après Mohamed Salah. On l'a vu aujourd'hui, les Égyptiens, ils ont sonné la révolte. Ceux qui sont rentrés, les Fatih et autres, qui étaient déjà sur le terrain, ils ont sonné la révolte. Ils sont allés chercher ce résultat. Le Ghana n'a pas craqué parce qu'il faut craquer. Regarde comment ils arrachent le premier but. Un double pressing sur le porteur du ballon. Le deuxième but, un pressing sur le porteur du ballon. Tout de suite, ils font le retrait et ils égalisent. Ils reviennent à 2-2. Vous voyez, ce ressort-là, c'est ce ressort qu'on demande en Coupe d'Afrique. Ce ressort mental, ce ressort psychologique. Lorsque vous êtes dans les codes, il faut trouver ce ressort et réparer la faute. Et véritablement, je pense que l'Égypte, comme le Ghana, sont rentrés dans la Coupe d'Afrique aujourd'hui. On leur souhaite bonne chance pour le match qualificatif, le dernier match, pour qu'on puisse tous se retrouver au deuxième tour et puis faire la bataille. Magloire Diop, on a vu une équipe de l'Égypte à réaction qui a toujours gardé cette envie de pouvoir recoller au score. Moustapha Mohamed, Marmouche qui arrive, mais c'est le collectif égyptien ou ce sont les individualités qui ont décidé de prendre les responsabilités après la sortie sur blessure de Mohamed Salah? C'est le coaching. C'est le coaching de Rui Vitória et le mental de l'équipe. Ils ont refusé la défaite. Ils ont refusé la défaite. Et tout comme face au Mozambique, à chaque fois, ils refusent la défaite. Même quand ils sont dans les cordes, ils refusent la défaite. Et ils ont vraiment un entraîneur. Et là, dans cette CAN-là, je suis vraiment en admiration devant les techniciens portugais. Ils sont en train de démontrer pourquoi un entraîneur est utile à une équipe qui a des joueurs. Il ne suffit pas d'avoir des joueurs. Il faut un véritable entraîneur, quelqu'un pour mettre en place des systèmes pour pouvoir, à des moments donnés, permettre à l'équipe d'obtenir les résultats qu'il lui faut. José Peseiro, avec le Nigeria, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le Nigeria jouer en tabouret, c'est-à-dire faire garer le bus, jamais. Mais il s'est dit, c'est pas beau, mais face à cette Côte d'Ivoire, c'est ce que je dois faire. Et il l'a fait, il a eu le résultat. Le Nigeria ne va plus jouer comme ça. Même si elle croise la Côte d'Ivoire encore, le Nigeria ne jouera plus comme ça. Donc là, il fait le coaching qu'il faut, il gagne son match. Vous avez Rui Vitória. Par 2 fois, l'Égypte s'en sort. Aujourd'hui, face au Ghana, c'est le refus de la défaite. Il a fait des remplacements. Vous m'avez posé tout à l'heure des questions sur les remplacements de la Côte d'Ivoire qui n'ont absolument rien apporté. Mais là, on voit que les remplacements ont apporté beaucoup, au point où on a pratiquement le sentiment que cette équipe-là peut aller loin sans Mohamed Salah. Et le dernier, parce qu'ils sont 3 Portugais, le dernier technicien portugais, c'est Pedro Goncalves, l'entraîneur de, comment on appelle, de l'Angola. Et vous avez vu aussi ce qu'il a eu à faire face à l'Algérie. Donc, c'est vrai, dans cette CAN-là,
on découvre beaucoup de choses. Et là, je découvre vraiment des techniques. J'ai douté un peu d'eux, mais là, je vois qu'ils font du bon travail au sein de ces équipes-là. Et il faut compter avec eux dans cette CAN. Merci à vous, Magloire Diop. Merci, Rigo Gervais. Jean-Christophe Gadecap, merci. Demain, les rendez-vous de la CAN sur RTI 1, c'est bien sûr les rencontres Cap-Vert-Mozambique à 14h, Sénégal-Cameroun du côté de Yamoussoukro à partir de 17h et un étincelant Guinée et Gambie. Tout ceci sur les antennes du groupe RTI sur RTI 1. Et nous, on vous retrouvera bien sûr ce vendredi ici, à Soir de Cannes, le magazine de débrief des jours de match sur RTI 2, car le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI 2. Bien le bonsoir chez vous. Vendredi 19 janvier 2024, sur les chaînes du groupe RTI. 14h, Cap-Vert, Mozambique. 17h, Sénégal, Cameroun. 20h, Guinée, Gambie. RTI, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie 2023. La CAN, c'est chez nous.